Donc maintenant, on ouvre directement le débat, donc des questions. On appelle le professeur Mahiou. Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Oui. Je remercie le professeur Mahiou et le docteur Tabet pour leur présentation très explicite. Et je suis en train de noter que nous avons abordé un autre organe qu'il fallait surveiller chez le diabétique, qu'on ne pensait même pas surveiller à un moment donné si on n'avait pas des signes ou des symptômes qui nous poussaient à demander un bilan hépatique. Est-ce que, vu que nos diabétiques, bon, tous les diabétiques, prennent au moins 5 médicaments par jour, nous avons pu noter aussi dans la communication du Dr Tabet que ces médicaments même étaient nocifs pour le foie, plus ou moins chacune. Est-ce que dans nos recommandations, parce que les recommandations internationales ne demandent pas de faire un bilan hépatique, est-ce qu'aujourd'hui on devrait faire au moins un bilan ou 2 bilans hépatiques par an? Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, les diabétiques ils sont polymédiqués, d'autant plus que nous, on a une petite appréhension un petit peu différente par rapport à ceux qui utilisent les statines. Mais au début, quand on commence les traitements, il faut surveiller les malades. Au moins la première année, pourquoi? Parce que quand les transaminases sont fluctuantes, il faut au moins tous les 3 mois un bilan hépatique la première année. S'il est normal, on peut aller au-delà de 6 mois la deuxième année. Après, s'il ne se passe rien avec tous les médicaments, on peut faire au moins 1 fois par an. Merci. Non, là j'ai parlé de l'atteinte médicamenteuse. Maintenant, je reviens à l'hépatopathie chronique. Quand vous avez un diabétique qui est acétolysé au moins 1 fois, là, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et actuellement, pour dépister la fibrose avancée, les tests qu'on a, ceux qui sont gratuits, qu'on peut télécharger, pour faire le diagnostic de la fibrose avancée, ils sont très bons, mais pas débutantes. Et, pour ces malades. Mais s'ils cytolysent, vous pouvez demander un fibroscan. Carrément. Ça, c'est les trucs pratiques pour dépister la fibrose à un stade très précoce, d'autant plus si l'étiologie, il s'agit de la NASH. Dans les atteintes virales, actuellement, la conduite à tenir, elle change. Parce qu'il y a des indications de traitement sans passer par la fibrose. Voilà. Donc, je vous pose une question par rapport à un nouveau terme aujourd'hui, c'est la microangiopathie hépatique. Donc on sait en fait c'est une atteinte des petits vaisseaux. Voilà, donc on parle de la microangiopathie donc rétinienne. Et là donc aujourd'hui on parle de la microangiopathie hépatique. Voilà. Oui. Les maladies vasculaires intrahépatiques chez le diabétique, elles sont fréquentes finalement. Parce qu'on s'est aperçu, surtout sur les sujets obèses chez qui on a fait la chirurgie bariatrique. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient une biopsie systématique. Avant, et c'est là où on a trouvé cette stéatose qui était très importante et chez certains diabétiques, l'incidence de la microangiopathie déjà à un stade très précoce au niveau du foie. Et il faut Je pense même chez les enfants, aujourd'hui, on doit penser aussi à la stéatose parce qu'on voit que la pandémie de l'obésité, elle touche aussi l'enfant. Donc on doit donner de l'importance aussi à rechercher la stéatose même chez les enfants. Moi, ce que je veux vous dire maintenant, puisqu'aux États-Unis est en train de se passer, la stéatohépatite, comme pourvoyeuse de cirrhose, elle passe au premier plan et elle commence à devenir la première cause de transplantation hépatique. Pourquoi? Parce que même chez nous actuellement, on a adhéré au plan de l'OMS pour éradiquer l'hépatite C d'ici 2030, donc dans 8 ans. Pour l'hépatite B, il y a un vaccin qui est efficace et qui est au calendrier vaccinal depuis 2003. Donc l'incidence de ces maladies, elle va en diminuant. Donc, ce qui remonte, et vous voyez que c'est la plaque publiée en 2019 pour la stéatose, l'Afrique du Nord commence à avoir une prévalence très importante, donc qui va, d'ici quelques années, donner plus d'hépatopathie chronique, fibrosante, et qui va arriver donc, au stade de cirrhose s'ils ne sont pas dépistés et pris en charge. Oui, une dernière question. Oui, la stéatose hépatique est le premier stade de l'atteinte hépatique. Et on la voit fréquemment chez les personnes âgées de plus de 40-45 ans et au-delà.
est-ce qu'on peut premièrement la considérer comme un facteur de risque, et deuxièmement, quels sont les moyens de surveillance et de lutte contre cette stéatose hépatique? Je vous remercie. Ah, très bonne question, parce que notre but, c'est on est ici, c'est de la dépister et de la prendre en charge. Parce que quand on prend en charge une étiologie connue d'une hépatopathie chronique, sachez actuellement, toutes les études montrent qu'il y a une diminution. Parce que quand on agit sur les lésions nécrotico-inflammatoires, on change l'évolution vers la cirrhose et le développement de la fibrose. Vous avez parlé d'un âge de 45 ans, effectivement, mais on voit maintenant qu'il y a plus d'obésité à un âge plus jeune. Donc il faut la surveiller, même dans cette catégorie, parce que le but, c'est de ne pas laisser les gens arriver à un stade de cirrhose. La dépister un peu plus précocement. Maintenant, sur le plan de la thérapeutique, le premier, ce sont les règles hygiéno-diététiques. C'est d'enlever la fourchette pour qu'on ne creuse pas la tombe. C'est sûr qu'il faut agir sur ce qu'on est en train de manger, sur la sédentarité. Et ça, c'est les plans, normalement, de santé publique. Maintenant, quant aux médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui sont actuellement en phase 3. J'en ai parlé avec Dr Touabet, je lui ai donné même l'étude qui a été publiée par les Américains au mois d'octobre 2021 pour la séraglutide. Apparemment, ça donne d'excellents résultats et sur la normalisation des transaminases, sur le poids et sur la fibrose. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au stade de cirrhose. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, donc, pour votre communication. Donc, vous rapportez la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Voilà, donc on appelle Dr Touabet pour sa communication sur la vue d'un médecin diabétologue par rapport à la prise en charge des maladies hépatiques. Oui, donc, des questions. Oui. Une seule question selon le... Voilà. Moi, je vous pose une question, c'est une réflexion. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le côté hypoglycémie, parce qu'au stade de la cirrhose décompensée, donc il y a quand même un risque important d'hypoglycémie, parce qu'au stade de l'hépatopathie, il y a une insulinorésistance importante. Voilà, mais à la fin, lorsqu'il y a une décompensation, là, donc le risque hypoglycémique est très important. Sans oublier, bien sûr, de prendre en charge aussi l'hypertension artérielle, qui est souvent associée. Souvent, on traite donc les varices œsophagiennes avec des bêta-bloqueurs non cardio-sélectifs. Et là, souvent des patients qui ont déjà une hypertension artérielle et au stade de cirrhose décompensée. Et donc, cette hypertension, elle disparaît. Donc, on peut arrêter même un traitement médical. Je ne sais pas si monsieur... parce qu'en fait, l'hypotension, elle est plus grave dans ces situations d'hépatopathie décompensée. Voilà. Le risque hypoglycémique était plus important. Et la plupart du temps, il faut utiliser les doses les plus minimes possibles pour avoir... Pardon. Oui, j'avais dit que le risque hypoglycémique était très important déjà au stade de cirrhose et que selon toutes les recommandations que j'avais lues, il fallait utiliser les doses les plus minimales possibles pour obtenir au moins l'équilibre glycémique, quelle que soit la thérapeutique. En fait, les stades décompensés, ça reste l'insuline. Voilà, oui, j'avais dit que le C, on était au pied au mur, on n'avait que de l'insuline. Donc voilà, tout... Exactement. D'où l'intérêt de l'ajustement et titrer les doses. Voilà. Une cirrhose décompensée, ça reste un peu difficile. Oui, après, pour les bêta-bloquants... Si je peux rajouter juste quelque chose en ce qui concerne les bêta-bloquants, dans la population générale, ils sont très bons même dans les cirrhoses décompensées. Mais chez les personnes diabétiques, effectivement, en absence donc, de projet de TH, on les ligature et on arrête les... Ah, oui. D'accord. Et en plus, même pour ce qui est des règles hygiéno-diététiques, la perte du poids, il faut qu'elle soit progressive. On doit éviter les pertes rapides parce que parfois, c'est des malades qui perdent une perte de... Voilà. Et là, donc, ça peut aggraver la stéatose hépatique. Donc, il faut que ce soit des objectifs, en fait, qui sont bien définis dès le début avec les patients. Voilà. Merci. Je sais pas si... Voilà. Donc, troisième communication. Merci, Dr Tawa. Merci beaucoup pour votre question. Il y a des questions? Oui. Salam alaikum. Vous avez insisté sur la nécessité de revenir à un pH. Est-ce que
l'important c'est la superposition de l'effet de l'MPH selon la variabilité des corticoïdes au niveau de l'organisme, ou un autre point que vous pouvez m'expliquer. Oui, et la deuxième question, une tranche de la première question, c'est l'MPH, la variabilité interindividuelle et intrapersonnelle. Même la même personne, elle se varie. Elle va beaucoup plus perturber le diabète pendant avec la période aiguë, infection ou les corticoïdes ou la chimiothérapie palliative d'un cancer. Elle va perturber le diabète. C'est pour ça la stabilité des analogues pour son effet, c'est un effet bénéfique pour stabiliser et marcher vers l'objectif. D'accord, merci. Donc pour la première question, oui c'est ça. Donc c'est par rapport à la pharmacocinétique, parce que les corticoïdes les plus utilisés, c'est les corticoïdes à longue durée intermédiaire. Donc la prédnisolone et le méthylprédnisolone. Donc c'est la MPH qui présente le même profil pharmacocinétique. Donc c'est ça la raison. Et pour répondre à votre deuxième question, ce qui ressort dans les différentes études, c'est que la MPH donne mieux que les autres armes. Donc même si théoriquement on a cette variabilité, mais donc vu la similitude sur le plan pharmacocinétique, c'est ce qu'on observe dans les études. Ça donne mieux, donc un meilleur contrôle glycémique, pas d'augmentation du risque hypoglycémique. Il y a des études aussi, ils ont montré que pour obtenir le même équilibre glycémique, on aura besoin de moins de doses. Donc ça confirme l'efficacité donc, sur le plan expérimental. Merci. Je voudrais revenir sur le Covid, parce que c'est au moment du Covid qu'on a pu constater un grand nombre de patients qui n'étaient pas diabétiques, qui étaient devenus diabétiques. Oui. Est-ce qu'il y a des études actuellement, je parle d'Algérie, est-ce qu'il y a des études ou des registres où on peut noter la grandeur ou ce qui s'est passé pendant le Covid? Il y a eu quand même 2 ans et demi. Je pense qu'on a un peu petit de recul pour dire est-ce que les diabétiques qui ont été induits par la corticothérapie sont devenus normaux ou bien ils restent toujours diabétiques? Par rapport à la persistance du diabète, donc à ma connaissance, je n'ai pas lu d'études locales, mais sur le plan international, c'est le tiers. C'est un tiers des patients qui ont présenté un diabète cortico-induit qui ont gardé ce diabète. Donc quand même, c'est une proportion qui est importante. Et ce n'est pas uniquement l'effet des corticoïdes, il y a l'effet aussi du Covid en lui-même. Donc l'orage cytokinique avec toute l'insulinorésistance qui s'ensuit. Théoriquement, il y a même des effets sur la cellule bêta-pancréatique. Donc ça explique le pourcentage important comparé au pourcentage de persistance du diabète cortico-induit qui avoisine les 18%. Donc c'est plus important dans le Covid à cause de ces facteurs supplémentaires. Il y a aussi un paramètre important, c'est, je pense, la kaliémie, parce qu'on utilise en fait des corticoïdes à longue durée d'action, donc des doses un peu fortes de corticoïdes, ça donne une hypokaliémie, ça donne des hyperglycémies importantes. Pardon. C'est juste là. Voilà. Voilà. Et là, donc en fait, on donne des bolus d'insuline qui aggravent encore cette hypokaliémie. Et ça donne parfois des troubles de rythme et de... Voilà. Parce que ça... Voilà, donc en fait, il ne faut pas qu'on se concentre seulement sur la glycémie. Il y a aussi des troubles ioniques très importants et parfois graves, notamment l'hypokaliémie. Tout voilà. à fait. Merci. D'ailleurs, oui. Même pour la surveillance de cétose avec Covid, les recommandations britanniques, ils préconisent de surveiller d'une façon plus rapprochée l'ionogramme toutes les 2 heures voilà, par rapport aux 4 heures. Ça donne des troubles de rythme mortels. Voilà. Parce qu'on nous, on s'injecte de l'insuline en bolus et là, ça aggrave encore plus cette hypokaliémie. Merci beaucoup. Merci pour votre communication. Voilà. Baromètre. Monsieur, s'il y a une question pour Monsieur Bouamra, sur les données de... une seule question.
ne sais pas s'il y a une question. Oui. Contre 5% de type 1. Et quand on a vu les résultats, on a retrouvé les 5% dans la tranche d'âge de 0 à 18 ans, chose qui est logique. Donc est-ce que ce n'est pas plus judicieux de séparer les deux diabètes donc, quand on parle d'obésité? Non, on a séparé, on a pris qu'au-delà de 18 ans. On n'a pas pris le diabète insulinodépendant, moi, chez l'enfant. Ah, donc les résultats, c'était séparé. C'est le plan méthodologie, on ne peut pas analyser les données de diabète insulinodépendant chez l'enfant avec le diabète insulinodépendant chez l'adulte. D'accord. Donc, dès le début, c'est éliminé. Hein. C'était d'accord. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de cette séance. Je donne la parole au président du comité d'organisation, le professeur Azouk. Merci tout le monde. Merci pour être resté jusqu'à la fin de cette séance. Donc, comme on est un petit peu en retard pour le déjeuner, donc on va s'arrêter pour prendre le déjeuner. On reprendra juste après pour le symposium Sanofi. On enchaînera avec les ateliers. Essayez de manger un petit peu rapidement. On reprendra à 14h45, s'il vous plaît.